Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Je viens vers vous, les amateurs Canon qui suivent ma chaîne et qui la suivent de moins en moins, puisqu'il y a de moins en moins de contenu sur Canon sur la chaîne. Ça va revenir, mais pas tout de suite, et donc je veux un petit peu m'expliquer, et donc parler de deux choses, donc de pourquoi je vais vendre mon Canon EOS R6, mais je reste chez Canon, donc voilà, ne partez pas tout de suite de la vidéo en vous disant que je ne ferai plus jamais de vidéo chez Canon, je ne switche pas vers d'autres marques ou quoi que ce soit, je reste à utiliser mes Sony et j'utiliserai un autre Canon. Mais voilà, je vous dois pas forcément, mais voilà, j'aimerais vous montrer que je m'en fous pas. Et du coup, on va parler d'une raison qui va faire que je vais rester chez Canon et vous faire des vidéos aussi sur Canon, c'est ce CA XLR 2D. Version C, mais le module est pareil que sur la version F et AN. Donc le AN correspond à Nikon et F c'est Fuji, et donc C c'est Canon, et on verra que le A est là pour une raison, je pense, chez Nikon. Et du coup, ça limitera déjà le choix des caméras disponibles, appareils photo, parce qu'il n'y a que 4 appareils photo chez Canon. Donc ça fait déjà pas mal, hein, RF disponible avec la griffe accessoire qui accepte le Tascam XLR 2DC. Bien évidemment, le R6 comme le R5 n'en font pas partie. Pareil pour le R et le RP. Et donc c'est pour ça aussi, en partie, que je veux changer d'appareil photo. Et donc on a 3 versions qui sont des versions de kit. Parce que l'accessoire lui-même, il y a juste 3 adaptateurs pour chaque appareil photo et chaque griffe flash ou autre chose pour le Nikon, donc on verra ça juste après. Et donc le module est exactement pareil, c'est un module de base qui est alimenté par 2 piles LR6. Attendez un peu, parce que c'est pas forcément obligatoire pour tout. Sur le Canon et le Fuji, on a une griffe accessoire digitale qui vous permet d'avoir l'audio directement dans l'appareil photo en digital, donc moins de bruit techniquement parlant, donc ce sera très très bien pour enregistrer en 24 bits en interne. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour pas avoir enregistré peut-être quelque chose comme du 32 bits qui serait plus intéressante à virgule flottante sur un enregistreur externe, mais moi je préfère mieux me simplifier la vie et avoir ça directement, par exemple ici sur mon A7S III, le XLR K3M. Et donc cet accessoire pourrait être vraiment intéressant pour moi, donc Fuji et Canon, c'est directement alimenté via cette griffe digitale, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir les piles, mais il y aura besoin d'avoir les piles sur le Nikon. Parce que de ce que j'ai compris, s'il y a un A devant, c'est analogique, parce que il va falloir passer par la prise jack au final, parce que ça le fait pas de base. Alors je sais pas pourquoi ce serait pas compatible avec d'autres, donc voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus, c'est ma théorie. Donc s'il y a des Nikonistes, je sais pas pourquoi qui passeraient dans la vidéo pour donner leur avis, je l'accepterai avec joie, puisque moi je suis curieux, j'aime bien, acquérir des connaissances. Donc si vous savez pourquoi, vous pouvez le mettre en commentaire ici. Donc ce qui va être assez intéressant, je l'ai déjà dit, c'est qu'on aura les 24 bits au lieu d'avoir un audio en 16 bits de base dans l'appareil photo en digital, donc il y a moins de bruit, et du coup accès à 2 XLR et un jack 2.5 en plus. Et donc je sais pas, normalement c'est pas d'aussi bonne qualité, et je sais pas si c'est pour pouvoir brancher un micro en jack 2.5 ou si c'est comme sur le XLR K3M pour pouvoir mettre une source audio externe, comme style table de mixage ou un téléphone ou quelque chose qui fait de la musique et qui a son propre préampli. Parce que la question se pose si vous voulez mettre par exemple un Rode Wireless Go. Ce qui sera intéressant d'ailleurs par rapport au XLR K3M de Sony, c'est qu'on a une griffe flash inerte, donc qui n'a pas de contact, qui vous permettra de mettre n'importe quel module ou micro qui marche sur ces griffes flash sur le CA XLR 2D CF ou AN, donc voilà, un truc assez intéressant de ce côté-là, mais je ne sais pas si c'est intéressant de le mettre directement sur la prise 2.5 ou si c'est mieux de le mettre sur un DXLR en utilisant par exemple un VXLR, donc c'est un
adaptateur Rhodes qui passe du XLR vers le jack. Vous allez me dire à quoi ça sert. Et ça prend l'alimentation fantôme. Donc c'est quelque chose d'intéressant, un espèce de petit préampli, puis voilà, ça prend l'électricité et donc ça amplifie le signal de manière à ce que si vous avez un micro en alimentation fantôme, vous n'avez pas trop de différence entre les deux en termes de, et si vous avez besoin de plus de puissance, que vous ayez un petit peu plus de puissance. Et donc oui, du coup, les deux XLR sont compatibles alimentation fantôme, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai le micro Canon, Boom, ou je sais pas quoi, le ECM XM1 qui est en alimentation fantôme, et mon Rode SM58, voilà, il est en alimentation standard. Et donc, voilà, ce que ça peut vous... Je sais pas ce que ça peut vous faire, mais voilà, on aura cet intérêt. Et au final, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, me semble-t-il. Voilà, c'est déjà très très bien. L'inconnu, ça reste, est-ce qu'on a que 2 pistes ou est-ce qu'on a ça en stéréo, et donc, enfin en stéréo 4 pistes, pardon, puisque ça restera toujours de la stéréo. Et donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, si vous ne le savez pas, comme sur le XLR 4M, c'est que si vous voulez mettre juste un seul micro, vous pouvez utiliser la deuxième piste en la séparant manuellement, et vous réglez le manuel, le mode manuel. Ouais, parce qu'il y a un mode auto dessus, et en réglant en manuel, vous pouvez avoir une deuxième piste audio et vous aurez juste à régler le gain. À quoi ça sert? C'est que si vous ratez votre enregistrement, vous pouvez avoir 2 pistes avec 2 gains différents. Donc en fait, vous pouvez prendre la piste la mieux et vous basez là-dessus pour faire votre montage. Après, si vous aimez utiliser un enregistreur externe, le système ne vous intéressera pas, à part si vous voulez voir un audio brouillon de qualité, pouvoir mieux caler ça directement avec la forme audio que vous aurez sur votre montage, ce qui peut être utile au final, plutôt que d'avoir un truc tout rikiki si vous avez enregistré avec un micro avec un audio un petit peu moins bon au final. Voilà ce que j'avais à dire sur ce CA-XLR2 des CF ou AN. Donc voilà, c'est quand même un module qui est pas donné au final, et si vous voulez le trouver, vous le trouverez pas sur des sites photos, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est Tascam qui vend ça, et Tascam c'est avant tout, c'est surtout un truc qui fait de l'audio. Donc moi, là où je l'ai trouvé, c'est dans des endroits où ils vendent des micros et des choses dans le genre. Donc c'est assez intéressant parce que ces endroits, ils vendent pas d'appareils photo, mais ils vendent le module qui va sur des appareils photo. Et c'est, je crois, 649 € sans micro avec. Donc là, ils se font un petit peu plaisir. C'est plus cher que si vous achetiez un XLR 4M chez Sony, parce que je crois que c'est 549 € le XLR 4M avec le ECM XM1. Et donc voilà, ce sera à vous de savoir si c'est intéressant pour vous, surtout si vous voulez pouvoir utiliser ça sur un Canon ou un Fujifilm, ce qui pourrait être intéressant au final. Et vous savez maintenant que c'est compatible avec Nikon, j'allais dire Sony, Fujifilm et Canon. Et donc maintenant on va parler un petit peu de certaines choses qui font que je veux changer mon R6. Donc bien évidemment, il y a cette griffe, voilà, on va pas débattre là-dessus, mais des fois l'expérience là-dessus, alors c'est un appareil photo qui marche très très bien, je l'ai toujours dit, il y a ma review, je ne vais pas trop m'étendre non plus là-dessus, pour pas faire que la vidéo dure une éternité, ce qui est toujours le cas avec mes vidéos, et ça doit un petit peu vous embêter. Et ce qui m'a le plus embêté, surtout maintenant avec ce qui m'embête surtout maintenant avec la sortie de nouveaux appareils photo, donc il y aura peut-être des firmware là-dessus, quoique, je vois un R5, il n'a pas changé celui-là. Le R7 fait maintenant mieux que le R6 en APS-C. C'est un petit peu dommage de ce côté-là. Il a les 60p, il a un meilleur capteur en termes de définition, donc ce qui fait que dans des ISO standards, comme il fait de l'oversampling, il sera meilleur que le R6. Donc voilà, ça fout un peu, ça fait un peu mal, surtout que le C-Log 3, il va pas être notablement meilleur sur un R6 que sur un R7. J'ai dit R3, donc je parle du R7, si j'ai parlé du R3, pardon, et du coup voilà, c'est ça qui va être un petit peu dommage là-dessus, c'est que comme le C-Log limite les performances du capteur, au final, on peut se retrouver alors je dis pas en basse lumière, mais dans des lumières standards où on aura un R7 qui arrivera à faire ce que fait le R6, peut-être pas en termes de contraste et de profondeur de couleur, là où plein format sont toujours meilleurs, que ce soit Canon ou n'importe quelle marque, que leurs concurrents APS-C, mais voilà, ça fait un petit peu mal, et peut-être l'ergonomie qui est un peu moins bonne sur le R7, avec pas de troisième molette, si
qui est un petit peu dommage, et certaines choses un petit peu étranges. Mais à part ça, ça marche vraiment. Ça a l'air vraiment de marcher très très bien. On a 2 slots SDU HS2, on a une rafale à 30 images par seconde, même si elle est très très courte. Si on arrive à l'utiliser bien, ça marche. On a 15 images par seconde. Alors, c'est 15 images par seconde avec le bruit d'un A7 IV, donc c'est assez énorme. Et voilà, encore une fois, on a quand même des fabricants qui savent faire des obturateurs, qui font exprès de faire des obturateurs qui font plus de bruit, ce qui est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais voilà, ce qui m'a le plus embêté sur le Canon EOS R6, et qui m'embête encore aujourd'hui, parce que j'ai fait un test du 55 mm où je suis en train de le faire. J'hésite encore avec la formule que j'ai utilisée, puisqu'il y a certaines choses que j'ai dit de fausses dessus. Donc est-ce que je corrige, est-ce que je refais la vidéo? Je verrai ça, mais il y a un moment où je voulais un peu comparer le Sony A7 IV avec le 55 mm 1.8 à la fois en photo et en vidéo, au R6 avec le 50 mm 1.8. Donc ça s'est très bien passé en vidéo, enfin en photo, pardon. Il est très très piqué. Après, j'ai toujours un problème avec les moteurs STM qui me semblent pas toujours très très précis. À moins que ce soit le suivi du R6, je pense que c'est surtout les moteurs, puisqu'on entend toujours le moteur faire ce qui montre qu'il bouge toujours un petit peu à l'intérieur et qu'il n'a pas l'air de vouloir précisément exactement faire la mise au point à un endroit précis. Donc certaines personnes ne le verront pas, mais des fois c'est net, mais vraiment super net, et même sur un capteur 20 millions de pixels, c'est absolument génial. On verra jamais la différence avec les 33 millions de pixels de l'A7 IV avec le 55 mm Zeiss. Et des fois, pour aucune raison, c'est beaucoup moins net. Voilà, donc c'est un de mes problèmes aussi avec ça. Mais c'est surtout en vidéo que ça m'a posé de problème, parce que y a toujours ce problème d'exposition qu'on n'a pas avec le R7, puisque maintenant on a tous les modes PSAM, mais le R6, c'est toujours manuel ISO auto ou tout automatique sans voir les paramètres qu'on utilise. Donc on ne sait jamais si on n'est pas à un 500e de seconde, parce que c'est pas le mode intelligent c'est pas les modes intelligents qu'utilise Sony. Sony, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils utilisent la règle des 180 degrés le plus possible, et quand ils peuvent plus, en fait ils règlent tous les paramètres de manière cohérente en utilisant la vitesse en dernière cour. Et donc voilà, c'est ça que je trouve assez bien avec eux, même en tout auto, où vous n'avez pas de mauvaise surprise. Sur le Canon EOS R6, c'est jamais parfait. Et du coup, lorsque j'ai voulu tester le 50 mm d'un passage de basse lumière à haute lumière, donc d'un hangar vers l'extérieur, j'ai été bien embêté quand je me suis aperçu que ce que je faisais sur la 7 IV, je ne pouvais pas le faire sur le R6, à savoir être en priorité vitesse ISO auto. C'est ce que je fais tout le temps lorsque je vlog et que je fais des vidéos en extérieur. Parce que les ISO en plein jour, ils ne changent que très rarement, et lorsque j'ai besoin que ça changera légèrement, puisque les deux sont en log à 800 ISO. Et donc, c'est l'ouverture que j'ai besoin qu'elle change, ça ne veut rien dire. J'ai besoin que l'ouverture change, voilà. Et du coup, c'est pas possible sur le Canon EOS R6. Voilà. Il va tout de suite vouloir changer la vitesse, ou comme je suis en ISO auto, il va changer les ISO, sauf qu'il est limité à 800, et donc ça ne changera absolument rien. Donc voilà. Ce que je disais comme commentaire sur les ISO, ça équivaut aussi sur le mode manuel ISO auto, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est un petit gros problème avec le R6, et basiquement, il y a aussi tout ce truc, bien évidemment, de youtubeurs à vouloir avoir un appareil photo mieux, ou surtout, on a des choses à dire dessus, de plus que juste, voilà, le R6. J'ai déjà fait des comparaisons avec Sony, vous savez ce que j'en pense. Très bonne détection en autofocus, mais l'autofocus en lui-même, si on enlève toute la détection, est moins bon que ce que fait Sony. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça fait de la différence? Parce que le problème, c'est que un Canon qui ne détecte aucun sujet, par exemple, vous suivez quelque chose, il va détecter souvent toujours le visage, mais admettons que c'est trop uniforme et qu'il arrive à perdre le sujet, on ne sait jamais, ça peut arriver, perdre le sujet, il n'arrive plus à faire le focus à l'endroit où est le sujet. Il n'arrivera plus, alors que le real-time tracking sur le Sony continuera à suivre cette zone-là très précisément. C'est le tracking que je trouve très très aléatoire sur les Canon, et donc peut-être d'avoir un nouvel appareil photo plus récent, ça me permettra d'avoir quelque chose d'assez intéressant.
Mais il y aura aussi des choses à dire là-dessus, et donc je ferai aussi une vidéo sur le choix de l'appareil photo. Aussi quelque chose qui fait que je veux pas partir de chez Canon, vous le voyez depuis le début, il y a aussi cette optique, c'est une optique familiale, on va dire, c'est, bon, je l'ai payé, hein, mais c'est le 100 mm macro EF de mon père, donc avec la bague d'adaptation qui a la molette, donc je ne me sers absolument jamais. Et donc cet objectif est assez génial en photo. En vidéo, le problème c'est que la stab du R6 n'aime pas du tout la stab de l'objectif. Donc je suis obligé de l'utiliser sur pied tout le temps, mais ça fait des super plans. C'est notamment avec ça que j'ai fait les plans du Mavic de près lorsqu'il est ici, et ça me permet de faire des plans, quand j'en ai envie, de près. C'est pour ça que j'aimerais un appareil photo qui est beaucoup plus simple à utiliser et dont j'ai beaucoup plus envie de ne pas être là. Faut que je prenne le R6, alors que ça a toujours été plus pratique avec mes Sony. J'allume, boum, ça part, c'est bon, ça surchauffe pas comme le Canon EOS R6, voilà. Et donc j'ai plein d'optiques Canon, j'en ai même plus que Sony. Donc après Sony, j'ai un range un peu plus évolué dans le sens où j'ai le 20, le 50-55, mais je compte ça juste comme une seule optique, donc le 55 et le 200-600. Mais ici, j'ai le 100 macro F. Pour reparler d'optique EF, je vous ai fait une vidéo là-dessus. J'ai ce 24 mm EF de 1988. Donc c'est aussi une raison de vouloir rester chez Canon à tout prix. C'est pour pouvoir vous tester des vieilles optiques Canon. C'est un truc qui m'amuse beaucoup. Je ne sais pas si ça vous amusera, mais si vous voulez acheter des optiques pas chères, c'est peut-être l'occasion de voir ce que peut faire Canon, parce qu'il y a des vieilles optiques comme ça qui ont des vieux moteurs, même pas USM, qui marchent très très bien sur les appareils photo. Alors, pour faire de la vidéo en manuel là-dessus, c'est un petit peu embêtant, puisqu'il faut obligatoirement se mettre en manuel, puisque la bague n'est pas reliée au moteur directement, que ce soit électroniquement ou mécaniquement, il faut se mettre en MF, et là, on a accès, mais sauf qu'il y a des hard stops dessus, donc on les entend dans la vidéo, donc il faut faire attention avec ça, mais je vous avais dit ça dans le test. C'est une très très bonne optique, hein, à part qu'il n'y a aucun traitement, donc le flair il est énorme, et on pourrait voir du ghosting, mais il est tellement gros que des fois on le voit pas. C'est pour dire, mais comme Canon sait toujours les faire, c'est des optiques très très piquées dans leur formule optique très très simple. Et donc voilà, et donc pourquoi, on pourrait me dire, mais t'as Nikon aussi pour faire ça. Mais le problème de Nikon, c'est que cette monture EF est sortie en 1986, et la grosse intelligence de Canon, et qui fait qu'ils sont encore des pionniers aujourd'hui dans tout ce qu'ils font, même si maintenant Sony, c'est eux qui ont inventé les mirrorless, c'est eux qui ont inventé les moteurs linéaires, les moteurs linéaires et des choses dans le genre, dont on s'inspire aussi aujourd'hui Canon. Mais sans Canon, on n'aurait pas des optiques à moteur dans l'objectif et à moteur d'ouverture dans l'appareil photo, couplé électroniquement avec l'appareil photo. Chez Nikon, à l'époque, c'était pas le cas. Et ça a été, jusqu'à très récemment, pas le cas pour le moteur d'ouverture. Alors comment ça a marché au départ? Il y avait les optiques AFD ou AF, puisque le D c'est pour mesurer la distance, pour pouvoir avoir une meilleure balance des blancs, me semble-t-il. Mais du coup, les moteurs étaient, les deux moteurs d'ailleurs, moteur de l'ouverture et de l'autofocus, étaient dans l'appareil photo. Donc tous les AF et AFD n'ont plus d'autofocus pilotable avec les les nouveaux Nikon, hein, la monture Z, non, vous n'aurez jamais l'autofocus dessus. Et pourquoi? Parce que le FTZ n'a que le moteur d'ouverture dedans. Parce que par exemple, si vous voulez une optique plutôt moderne sans l'être vraiment, vous prenez le AFS 50 mm 1.8, il a toujours son ouverture qui est un petit doigt mécanique derrière l'objectif que l'appareil photo doit lever et baisser, lever surtout puisqu'il y a un ressort pour revenir en arrière, pour que l'ouverture se fasse. Et donc, ce qui fait que lorsque vous prenez ça, c'est complètement compatible avec n'importe quel Canon utilisant de l'objectif RF. Alors peut-être pas les Sigma et les Tamron, c'est ce qu'on peut reprocher à Canon, mais tous les Canon sont disponibles. Donc voilà, moi je vais pouvoir vous tester des petites optiques comme ça qui sont vachement intéressantes, notamment les premières optiques L qui ont des ranges assez bizarres comme 20-35 ou les choses dans le genre. Ça me plairait assez de faire ça sur mon nouvel appareil photo Canon au besoin. Et donc voilà, j'ai quand même certaines optiques dont je parle jamais, comme le 35 mm 1.8. Je suis pas très satisfait de l'optique, puisque c'est une optique macro
qui a du mal à faire la macro en autofocus, hein, parce que apparemment le moteur a deux espèces de moments dans sa vie, le moment où il va en macro et le moment où il ne l'est pas. Et voilà, il a un petit peu du mal à passer entre les deux. Et il a le moteur STM, je ne sais pas si c'est l'optique qui est un peu grosse par rapport au moteur STM qu'il y a dedans. L'objectif en autofocus a beaucoup d'énergie. Donc si vous faites l'autofocus, il va en gros comme s'il n'avait pas de bons freins. Donc il va passer devant, sauter derrière et recule en mode. Et c'est pas quelque chose que je trouve très très bien. Alors l'optique en vidéo peut être très très piquée. Mais voilà, c'est l'expérience des moteurs STM qui pour moi est assez mauvaise et j'espère que Canon un jour s'inspirera de Sony et fera une espèce de gamme L- en fait. Voilà, une gamme peut-être tropicalisée mais avec des optiques 1.8 plutôt que juste des optiques 1.8 en moteur STM qui sont absolument insupportables et qu'on entend surtout dans les micros. Mais ça fait vraiment ça tout le temps. Et moi qui adore l'obturateur du R6, parce qu'il fait absolument pas de bruit, hein, si on regarde. Attends, je sais pas si j'ai assez de... Hop. Ça c'est la stab. Hein. Voilà. On entend ça. Il n'y a pas de problème. Même en obturateur mécanique, on peut être dans une église sans problème. Avec le Sony A7 IV, c'est assez énorme. D'ailleurs, je vais le sortir pour vous le montrer. J'arrive. Voilà, j'allume le Sony. On est à combien? Et là, voilà, c'est pas la même chose. Donc même en obturateur mécanique, c'est ça qui va être intéressant chez Canon, à part avec le R7, et ben vous aurez toujours un appareil photo qui est silencieux. Je vais le laisser là pour la prochaine vidéo. Et donc voilà, c'est des choses qui font que je veux pas abandonner Canon, même s'il y a certaines incertitudes que j'ai toujours chez Canon, hein, que je peux vous dire ici. J'ai fait des danseurs récemment au Sony A7S III, ça marche parfaitement, détection des visages, tout ça. Chez Canon, voilà, j'ai des petites hésitations, surtout quand je mets le R6 dans mes vidéos. Par exemple, ma vidéo de surchauffe du Sony A7 IV, j'avais la 7S III qui filmait la 7 IV, donc je pouvais pas filmer avec la 7 IV, enfin la 7S III, mon visage. Et donc je l'ai fait avec le R6. Et les Canon sont pas très très bons à faire l'autofocus, mais c'est de notoriété publique. Hein. Enfin, j'espère que vous commencez à le comprendre lorsque vous êtes à des ouvertures qui ne sont pas l'ouverture maximale. Ce qui, pour moi, est toujours un gros problème et qu'il devrait faire évoluer dans des prochaines générations. Et donc, je ne sais pas si ce sera la même chose avec d'autres appareils photo. Et donc, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo spécifique sur le choix. Même s'il y en a qui diront « Oui, mais t'as jamais testé les appareils photo ». C'est pas grave de ce côté-là. Le Canon AF10, il y a des moments où il revient très vite, hein, mais il me perd, il pompe, c'est pas très très esthétique, surtout quand on a un 16 mm qui a du focus breathing vraiment assez perceptible, et ça a l'air d'être vraiment un truc de grand angle. Donc voilà, je vais juste changer de batterie. Donc voici de retour après une batterie fraîche, parce que c'est bien de recharger cette batterie de temps en temps. D'ailleurs, c'est aussi un petit problème d'ailleurs sur le R6, ainsi que la surchauffe qui est problématique, les 30 minutes d'enregistrement et après vous dites attends, mais alors moi j'enregistre plus. Voilà, ça c'est un gros problème qui vous oblige à enregistrer en externe, et aussi ce que je vous avais dit, le fait que l'appareil photo ait décidé de se mettre en veille. On voit toujours ce qui se passe dans l'appareil photo, mais l'appareil photo est en veille, donc, qui n'est pas vraiment terrible, surtout quand on fait du time-lapse et qu'on est là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Enfin, c'est peut-être juste mon exemplaire, j'espère que c'est juste mon exemplaire, donc ça me permettra de voir ça aussi avec d'autres appareils photo, même si personne m'a mis de commentaires là-dessus. D'ailleurs, c'est l'occasion de le faire. Est-ce que votre R6, lorsqu'il fait du time-lapse ou lorsqu'il fait de la vidéo à plus de 30 minutes, il se met en veille? Voilà. Et donc voilà, il y a plein de petites choses assez ennuyeuses qui font que il n'y a pas ces défauts chez Sony. Et c'est ça peut-être au final, je pourrais finir sur Sony. C'est ça qui m'ennuie un petit peu en fait chez Sony, c'est que tout est sans être parfait, parce qu'il y a des choses maintenant qui commencent à être en théorie techniquement mieux.
dans les possibilités, on va dire, de ce que peut faire l'appareil photo, comme faire du ProRes, ce qui m'intéresse pas parce que j'utilise pas de machine qui exploite le ProRes correctement pour l'instant. Donc voilà, et puis ça prend quand même beaucoup de place comme le RAW, et donc ça me pose des problèmes là-dessus, mais c'est que mes Sony, ils ont toujours fait le taf parfaitement. C'est peut-être d'ailleurs ça le problème. Je vais pas me séparer de mes Sony, ou du moins pas de la 7 IV, mais c'est genre, les Sony font juste le boulot. C'est genre, c'est tellement efficace dans ce que ça fait que c'est des fois un petit peu pas forcément amusant à utiliser. Et donc, c'est ça la force d'avoir une autre marque à côté, c'est que je peux toujours revenir m'énerver sur mes Canon comme je veux, et aimer les détester au final, enfin ne pas aimer certaines choses, et revenir sur mes Sony en mode, ah voilà, là je suis chez moi, je peux mettre ça sur n'importe quoi, un gimbal, faire une vidéo, et ça marchera toujours parfaitement, les codecs sont cohérents, ça prend pas beaucoup d'espace, c'est qualitatif, tous les ordis les lisent à peu près correctement, même le H265, ou si les ordis ne le lisent pas correctement, je me mets en 4.2.0, ou je me mets en format All-Intra, sans que ça pèse une tonne. Et donc voilà, c'est ça c'est agréable, sauf que du coup, ça fait que des fois, c'est juste des appareils photo qui font très utilitaires sans avoir l'espèce de passion. Je comprends totalement les gens qui adorent Fujifilm, et moi, Canon, c'est un peu l'entre-deux. C'est surtout le fait que je me retrouve beaucoup chez moi, et chez moi, parce que j'ai appris à faire de la photo là-dessus, et que, ça m'évoque des souvenirs d'utiliser tout simplement leurs vieilles optiques. J'ai longtemps, sur un 7D, utilisé le 50 mm 1.4. Il y avait leur espèce de, de dessin dessus qui était assez caractéristique, et voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dedans, mais voilà, je resterai dans tous les cas Canon et Sony. C'est juste qu'il faudra un peu patienter pour revoir vraiment des vidéos sur Canon. Je ne renie pas du coup Canon du tout, puisque c'est ça qui m'a poussé à régler mes zébras correctement, à utiliser du gris 18%, parce que une fois que c'est exposé correctement, le Canon est assez génial. Il est un petit peu différent de ce que fait les Sony, et je dirais pas qu'il est meilleur en couleur, mais c'est quelque chose de différent, et qui va avoir, c'est vrai, cet aspect toujours plus directement fini lorsque vous mettez un lot, même si moi c'est un aspect que je chéris pas forcément, parce que j'ai toujours besoin de faire des corrections, j'ai envie que ça corresponde plus à ce que j'ai envie de voir, plutôt que d'avoir un truc qui soit parfait directement. Donc voilà, vous allez revoir du Canon, peut-être pas bientôt, mais si vous aimez ce que je fais, patientez un peu, il y aura encore des vidéos sur Canon et des comparaisons avec Sony, donc qu'elles soient fair play ou pas fair play, surtout peut-être dans le sens de Sony, on verra ça. Et je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre de Goupil, après cette vidéo, je pense, assez longue, même si j'ai recommencé à enregistrer, je ne sais pas, donc voilà. Je continue mes vidéos de l'été, et je vous explique, juste dans cette vidéo, pourquoi je n'abandonne pas Canon, même si je fais pas beaucoup de vidéos dessus.